Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ton Bolter, le podcast qui parle de Warhammer. Et Warhammer 40 000, parce que si vous êtes là pour Age of Sigmar, changez de chaîne. Ouais, vous êtes trompé d'adresse. Ouais, complètement. Et pour m'accompagner dans le Grimdark, je suis bien sûr avec Sam. Ça va mon gars ? Ça va très bien et toi ? Ouais, t'es paré là ? Je suis paré mon gars. Et alors du coup, où est-ce qu'il en est ton Rock Grinder ? Ah, j'ai honte. J'ai procrastiné à mort. Ouais. Les roues sont toujours pas collées. Ah, ils tombent toujours en morceaux ? Ouais, toujours. Mais ça avance à petits pas. Et Ouais. ça avance. Tout doucement. Je pense que pour la prochaine game, il sera prêt, malgré tout. Ah bah j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que du coup, je vais pouvoir le confronter avec mon Lord de la Discord. Oh mon dieu. Ouais, ça Ton y est. abomination là, Il est enfin terminé. il est beau. Il est très très beau. Ah, Tu as il est fait beau, du mais beau boulot. ouais, gros taf, hein. Gros taf. Franchement, j'étais content de l'avoir terminé, malgré tout. Ça t'a pris combien de temps ? En tout, je dirais un mois. Ok, Ouais. pas mal. Donc bon, ouais, sympa. Et je conseille de le faire parce que ouais, il est vraiment canon. C'est juste que je sais pas comment je vais le faire rentrer dans ma valise de transport parce qu'il est tellement relou. Ouais, et puis il a tellement de petits bouts qu'il a peu moyen de casser facilement aussi. Bah, il y a quoi. la queue de la monture, il y a sa hallebarde qui monte 2 mètres au-dessus de lui. Enfin, Ouais. bon, c'est très pratique. C'est clair. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément. Oui, j'enchaîne du coup. Hein. Ah oui ? Je vais vous parler d'un élément central du lore de Warhammer, et pour cela, je vais me permettre de commencer en faisant comme 100% des youtubeurs qui traitent du sujet. L'Immatérium, l'Empyréan, l'Éther, la mer des âmes, le grand océan, le royaume du chaos, ou comme on l'appelle plus communément, le Warp. Seul un fou peut prétendre comprendre parfaitement cette dimension étrange et terrible qu'est le Warp, car sa nature même est inconstante et incompréhensible. La dimension immatérielle du Warp est composée de tourbillons d'énergie démentielle et scintillante. C'est un univers psychique fait de flux et de marées, tout comme un cours d'eau ou un océan. Ainsi, on y trouve des remous, de gigantesques tourbillons, des endroits plus ou moins profonds, des zones plus calmes, des tempêtes. Ces courants s'entrecroisent en formant des schémas complexes et imprévisibles. Le Warp n'obéit pas aux lois physiques de la nature que nous connaissons, le temps et l'espace y sont intangibles et impalpables. Voilà, donc ça c'est fait. Ah, c'est donc Et- ça le Warp ? Et c'est ça le Warp. Moi, j'étais persuadé que c'était cette galette de blé dans laquelle tu mets du poulet, de la salade, du fromage. Ah, tu parles du Wrap. Ah, voilà. Merci. Et je te remercie pour cette observation qui est tout à fait pertinente. Avec plaisir. Eh bien oui, difficile de parler de Warhammer sans évoquer le Warp qui est, pour ainsi dire, la cause et la solution à énormément de problèmes dans la galaxie, pour résumer de manière excessivement grossière. J'aurais d'ailleurs pu être encore plus grossier, mais j'ai pas envie de s'aborder direct notre radieux avenir sur YouTube. C'est difficile de définir le Warp, mais pour faire simple, dans l'espace il n'y a ni haut ni bas, dans le Warp c'est le contraire. Fait ta logique. Voilà, déjà ça pose un petit peu Ouais. les bases. Le Warp est le royaume des ombres psychiques et toute créature pensante vivant dans l'univers matériel a également une présence dans le grand océan. À leur mort, leur esprit se dissout littéralement dans le Warp. Donc c'est encore un magnifique mensonge de l'ecclésiarchie de l'Imperium. Sois pieux et vénère l'empereur toute ta vie, mais à son terme, tout le monde rejoint la mer des âmes. Malgré tout. Malgré tout, quoi que tu fasses, tu peux être aussi bon, vénérer l'empereur autant que tu peux, ça ne changera absolument rien. Et est-ce que toutes les races sont soumises de la même façon au Warp ou quoi ? Bien, a priori... Genre, est-ce que les orques, ils rejoignent le Warp a aussi ? priori, oui. Ouais. Les seuls pour lesquels on n'est pas trop sûr, il y a évidemment les Nécrons. Des tyrannides Enfin, aussi, j'imagine ? Alors, les tyrannides, c'est pas vraiment des êtres pensants. Donc, on considère qu'ils ont... En fait, il faut avoir une âme Ouais. pour aller dans le Warp. Donc, on considère que les Tao non plus. Ils ont aucune... Encore eux. Ok. Encore eux. Les Nécrons, évidemment. Tout ça parce qu'ils sont de gauche, quoi. Non, ils sont communistes. C'est pas pareil. Donc a priori, ouais, non, toutes les espèces pensantes et le principe de base, c'est de disposer d'une âme. D'accord. Voilà. Ok. Donc par contre, tu peux ne pas avoir de race et quand même aller dans le Warp. Il faut juste, même si tu auras techniquement une âme, du coup, tu iras. D'accord. Merci pour cette petite précision. Mais je t'en prie. Néanmoins, certaines créatures vivantes possédant un psychisme plus fort ont la capacité de se réincarner, voire conserver une conscience dans le Warp après leur mort physique. C'était par exemple le cas des anciens Eldar,
lorsque le warp ne recelait pas encore les dangers qu'il abrite aujourd'hui, ce qui est un doux euphémisme de dire que c'est dangereux. Ouais. Même les pensées et les émotions des êtres vivants dérivent au sein du warp. Dans cette dimension, il faut s'imaginer que notre âme, dans la réalité, apparaît comme une petite lumière dans l'Empyréan. Tu es une petite lumière, mon gars. Je suis une petite Tu es lumière. une petite lumière. Oh. Oui, c'est exactement comme ça que J'adore. tu apparais. Alors bien sûr, certains êtres brillent plus que d'autres, notamment les Psykers et bien sûr l'Empereur avec l'Astronomican. Mais ça, j'y reviendrai. Et donc du coup, ta petite lumière, elle peut varier selon les émotions que tu ressens. D'accord. Donc plus tu vas ressentir des émotions fortes, plus ta lumière va être visible dans le warp. Et potentiellement attirer l'attention des créatures Qui ont envie de manger ta lumière. Exactement. Bah oui, de toute façon, tout ce qui est dans le warp ne veut que manger ta lumière. Alors le warp, donc les origines vraiment du warp sont... c'est dur de dire quand est-ce qu'il a commencé à vraiment exister. Au plus loin qu'on sache, c'était les anciens. Donc la race qui a donné naissance aux Eldar et aux Orques et qui a combattu les Nécrons durant les guerres célestes il y a de cela 60 millions d'années. Ils utilisaient déjà le warp pour se déplacer dans la galaxie et ils tiraient de leur pouvoir de leur dimension, que c'était déjà des Psykers. Et en fait, c'était relativement simple d'utiliser les pouvoirs du warp à l'époque parce que cet océan de cauchemar que nous connaissons actuellement était à l'époque un océan très paisible. D'accord. Voilà. Peut-être parce que aussi la galaxie était moins peuplée. La galaxie était, elle était peut-être aussi peuplée, mais peut-être qu'il y avait moins de conflits. Peut-être. Parce que c'est... Le warp se nourrit des émotions. Donc moins il y a d'émotions fortes, plus c'est paisible, plus le warp est paisible également. Ah, tu veux dire que dans le passé on se faisait chier? Probablement un petit peu, ouais. Plus quoi. Genre la paix et tout, c'est nul. Ouais, c'est clair. Aucun intérêt. Bon, on serait pas là aujourd'hui. On est d'accord. Alors, il s'en servait, il s'en servait au début du conflit avec les Nécrons, mais plus le conflit avançait durant les guerres célestes, plus il y avait de morts, de souffrances, de haine au sein de la galaxie, et du coup, de fait, plus le warp était agité. Et ça ne s'est pas arrangé avec le temps, bien sûr. Les vaisseaux spatiaux sont donc obligés d'emprunter le warp pour traverser la Voie lactée, qui est, il faut le dire, très, 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 très grande. Alors, si je te dis ça avec autant de traits, c'est parce que moi, j'ai aucune notion des distances et des tailles. Je sais pas si toi, t'as un peu plus comme ça. Je sais que si je fais ça avec mes mains, je dirais qu'il y a à peu près 1 mètre. D'accord. Et si tu les rapproches, tu peux applaudir. Allez. Donc, ok. Donc ça, mais t'as quand même, tu vois à peu près la taille de la Voie lactée, ce genre de choses? C'est pas possible. Ça se compte en années-lumière. Exactement. Donc, mais t'inquiète pas, j'ai des chiffres. Ouais. Et oui, parlons chiffres. La taille de la Voie lactée se situe entre 100 000 et 160 000 années-lumière de diamètre. Donc une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année, soit 10 000 milliards de kilomètres. Waouh. C'est très grand. En se basant sur les dernières estimations des astronomes et en se déplaçant à environ 300 000 km secondes, soit la vitesse de la lumière, il faudrait donc combien de temps pour aller à l'autre bout de la galaxie, d'après toi? D'un bout à l'autre. Alors attends, redis-moi ça. Donc 300 000 km secondes pour traverser 100 000 à 160 000 années-lumière. Tu peux dire des chiffres démentiels, hein, parce que là, allez, on est vraiment... on va dire 5000 ans. Ouais, mais t'es tellement loin. Ok, on va dire 5 millions d'années. Non, t'es beaucoup trop loin. Non, en fait, on estime à peu près qu'il faudrait, pour aller d'un bout à l'autre de la Voie lactée, 200 000 ans en allant à la vitesse de la lumière. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est une très 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 grande galaxie. Merci, mon cher God, pour cette petite page qui me ramène à mes cours de physique en 5e. Ouais. Alors, un vaisseau voyageant dans le warp peut, lui, parcourir 10 000 années-lumière en 10 à 40 jours. Donc, on estime qu'il faudrait, selon les courants du warp, entre 106 et 423 jours pour traverser la Voie lactée. Ce qui est beaucoup moins que 200 000 ans. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est là qu'on comprend donc l'importance vitale du warp et de l'impact, par exemple, de la longue nuit qui a précédé qui a constitué l'ère des luttes. Période à laquelle les voyages warp n'étaient plus possibles, et donc tu comprends en fait pourquoi ça a vraiment paralysé toute la galaxie. Bah oui. Parce que vraiment, il n'y a pas moyen de se rendre où que ce soit sans se reposer sur le warp. Et
Et d'ailleurs, du coup, t'en as parlé dans ton épisode sur les guerres d'unification, qui est d'ailleurs mon épisode préféré. Encore Ah ouais, vraiment. C'est toujours son épisode préféré. C'est toujours mon épisode préféré à ce jour. Ouais, vraiment, il est vraiment excellent. Et donc, tout simplement, sans le warp, la gestion de l'Imperium serait impossible. Elle est déjà relativement compliquée, mais là, ce serait encore plus difficile. Donc, l'idée de voyager dans le warp, malgré les risques que ça implique, c'est donc d'aller plus vite, parce que en fait, sans le risque de voyager dans le warp, c'est toujours de ne jamais en ressortir, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Mais en même temps, sans ça, il est impossible de voyager rapidement dans la galaxie. Ouais. Et en plus, moi, de ce que je sais sur le warp, c'est que faut voir ça comme un genre de labyrinthe géant où littéralement tu peux sur une même distance, tu peux soit mettre, je sais pas, quelques heures, voire en fait ne jamais en ressortir, quoi. Alors oui, parce que quand on dit que c'est très très risqué de voyager dans le warp, c'est un fait, c'est-à-dire que on a déjà vu justement des vaisseaux de l'Imperium qui rentraient dans le warp pour se rendre quelque part en espérant arriver là 3 semaines plus tard, et ils vont en ressortir 100 ans plus tard. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver puisque le temps n'existe pas dans cette dimension. Le warp sert aussi à communiquer au sein de la galaxie rapidement par ce qu'on appelle les astropathes, qui sont des psychers télépathes qui utilisent leur pouvoir pour transmettre des messages via le warp à des planètes distantes. Sauf que le problème, c'est que de la même, un peu comme pour tout le reste, ça reste des fois un petit peu aléatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop sûr de savoir quand est-ce que le message va arriver. Il y a ce fameux truc extrêmement connu des demandes d'aide de planètes de l'Imperium qui arrivent sur Terra. Et en réalité, le temps que le message arrive, la planète a même déjà disparu. Ouais. Genre c'est déjà beaucoup trop tard. Notamment dans l'invasion d'Ultramar par les Word Bearers. Ouais. Donc suite à la bataille de Kals là. Ouais. Justement, ils avaient envoyé un distress call et en fait sauf que ils ont mis l'assaut sur Terra était déjà en train de se passer en fait. Mais en fait, oui, c'est ça, il y avait déjà ça, et puis même, c'est aussi pour ça que les World Bearers ont mis en place la tempête de la ruine. Ils ont isolé littéralement tout le royaume d'Ultramar, ce qui fait que non seulement les vaisseaux, mais même les messages ne passaient pas, quoi. Ils étaient complètement isolés. Alors le seul moyen de vraiment voyager au sein du warp, parce que les vaisseaux spatiaux ont ce qu'on appelle des moteurs warp qui leur permettent d'ouvrir des failles et de rentrer dans cet univers-là. Et une fois qu'ils sont dedans, il faut bien voir que littéralement, si tu n'as pas quelque chose qui va te protéger, tu te fais littéralement dévorer par ce qui s'y trouve. Donc, il existe ce qui s'appelle un champ de Geller. Qui tient ce nom du mec qui l'a inventé, qui s'appelait Geller. Alors justement, moi j'aurais bien aimé que ça ait été nommé par rapport à Ross Geller, parce que un champ de Geller en réalité, c'est une bulle de réalité qui est maintenue autour du vaisseau par un cœur de Psyker qui pense très très fort à la réalité. Waouh, c'est vraiment abstrait comme truc. Ouais, c'est très très abstrait. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que tous ces Psykers, ils ressemblent tous à Ross Geller de Friends, et que du coup pendant toute la durée de la traversée ils disent We are on a break en permanence, tu vois, pendant toute la traversée. Moi personnellement j'adhère à cette théorie. Allez, je suis vendu. Parce qu'après tout, en général, les cœurs de Psyker des champs de Geller, même dans les bouquins, tu les vois jamais, en fait. Ils disent juste, ouais, c'est bon, le champ de Geller est en place. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était juste appuyer sur un bouton. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, c'est un champ de force. Non, c'est vraiment plus que ça, quoi. C'est ça. Non, c'est des Psykers qui rêvent, qui sont forcés à rêver de la réalité et qui la projettent autour du vaisseau. Ouais, donc le truc, c'est que de toute façon, tu peux pas vraiment, on va dire, t'attarder sur eux à proprement parler, parce que eux-mêmes, ils sont tellement occupés à rêver à la réalité. Oui, et puis ils n'ont pas de conscience propre, ce sont juste des outils. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et aussi, j'avais vu que comment ces champs de Geller sont tellement durs déjà à générer de base que en fait, même pas l'intégralité du vaisseau est protégée par le champ de Geller, quoi. Si, quand même. Si, il faut pas qu'il y ait la moindre ouverture. Parce que s'il y a la moindre ouverture, du coup, des entités, des démons peuvent rentrer dans ton vaisseau. Moi, j'avais cru voir ça, qu'il y avait des endroits parce que c'est comme tellement coûteux, ces champs de Geller, qu'en fait, c'était vraiment, dédié, aux zones d'habitation où il y avait du peuplement sur t'as lu ça, toi? Du coup, tu me fais douter. Mais, parce que notamment,
il me semble que les warp drive là, quand ils doivent être entretenus et tout ça, on envoie des gars pour des serviteurs, souvent pour les. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais. Et justement, ces zones-là, elles sont pas protégées par le champ de Geller. Je crois, j'ai un doute maintenant, mais... Bah écoute, tu sais quoi, vu que t'as un doute, on va demander, vous qui nous écoutez, dis-nous qu'est-ce que vous en pensez, parce que pour moi, honnêtement, un champ de Geller, c'est censé recouvrir tout le vaisseau, parce que j'ai lu suffisamment de nouvelles, ou du coup de péripéties où t'avais un champ de Geller qui tombait, et ça se passe mal. Très mal, ouais. Et genre, même si c'est des fois juste partiel, ça se passe très 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 mal. Ouais. En mode The Thing dans... Ah ouais, mais genre, et tu mets les potards à fond. Hein. Ouais. Là, on est vraiment là-dessus. En gros, quand un chant de Geller cède, c'est aussi désagréable que quand t'es en concert et que l'artiste sur scène dit « Cette chanson vient de notre dernier album ». Non. Non, j'avoue. Non, j'avoue, en réalité, c'est bien pire. Le seul point de repère dans le Warp, c'est le plus grand phare de la galaxie. C'est pas le pharaon, hein. Ok. J'étais obligé de la faire. C'est l'Astronomican. Alors, si ça se trouve, d'ailleurs, l'Astronomican, il est même utilisé par les forces du chaos. Parce que j'ai pu lire ça notamment dans le livre La Griffe d'Horus, qui se passe avant la fondation de la Black Legion par Abaddon. Que, en fait, la lumière de l'Astronomican est visible même à la frontière de l'œil de la terreur. Donc, elle va très 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 loin quand même. Hein. Ah ouais. On la voit... Donc, en gros, s'il fallait une boussole dans le Warp, c'est l'Astronomican, c'est en gros ce qui indique le nord. C'est pour cette unique raison que 1000 Psykers sont sacrifiés chaque jour pour maintenir l'empereur en vie. Si sa lumière venait à s'éteindre, c'est l'ensemble de la flotte impériale qui se retrouverait isolée et paralysée. Parce que, une fois qu'ils se retrouvent dans le Warp, les vaisseaux n'ont absolument aucun point de repère à part l'Astronomican. C'est le seul truc par rapport auquel ils peuvent se repérer. Donc de savoir exactement où ils sont et comment ressortir par rapport à une carte de la galaxie. Ouais. C'est voilà. Gourmand l'empereur. Hein. Ouais, ah bah, il a la dalle. Hein. Il a la dalle. Donc les points d'entrée et de sortie du Warp sont affectés par les forces gravitationnelles des planètes avoisinantes. Donc en gros, c'est pour ça que les vaisseaux sortent toujours dans un système planétaire à un endroit précis qu'on appelle le point de Mandeville. Ils sortent toujours à cet endroit précis. D'ailleurs, ce sont des endroits qui sont toujours très très surveillés. Parce que c'est un endroit qui est défini comme le moins risqué pour sortir du Warp. Parce que si, admettons, tu te translates trop près d'une planète, tu peux carrément te retrouver directement aspiré par elle, par sa force de gravité, parce que tu sors très rapidement quand même. Ouais. Donc c'est genre tu sors et en fait du coup tu contrôles absolument rien et c'est pour ça que quand tu sors du Warp, il te faut une sorte de piste d'atterrissage si je puis dire, mais de l'espace. Ok. Tu vois, t'as vu comment est-ce qu'on on vulgarise là, hein. Et malgré tout, c'est comme si t'atterrissais mais en driftant. Ah ouais, mais puis très très vite. Hein. Ouais. Déjà vous. Ouais, c'est clair. Ouais, exactement. Et c'est un truc que je me suis demandé parce qu'en plus récemment j'ai regardé un certain nombre de trucs Star Wars et il y a un truc moi qui me chiffonne dans Star Wars. Ah ouais. C'est la vitesse lumière des vaisseaux, ouais, qui est d'une facilité folle. C'est-à-dire que genre tu appuies sur un bouton et ils disparaissent, tu vois, genre, et ça prend vraiment une seconde et souvent même en pleine bataille spatiale, hop, ils se cassent, ouais, tu vois. Mais j'ai jamais lu ou vu des parce que en plus des batailles spatiales dans Warhammer, il y en a quand même des palanqués quoi. Et j'ai pas souvenir d'avoir vu une bataille spatiale où un vaisseau se rendait compte qu'il allait genre perdre ou tu vois, et tu sais qu'il se barre dans le Warp directement. Ouais. J'ai pas souvenir d'avoir lu ça, et je me demande si c'est pas parce que c'est trop dangereux, ou alors c'est peut-être parce que si tu ouvres une faille pour t'échapper, est-ce que du coup tu vas pas aussi aspirer les autres vaisseaux que t'étais en train de combattre, et du coup ça défait un peu l'idée de fuir? Alors oui, déjà d'une, et puis moi je me dis que si générer ces failles demande énormément d'énergie et de ressources, alors que le vaisseau en question est déjà engagé en combat, dont toutes les ressources sont déjà prises. Ouais. Et j'imagine qu'en plus, on n'est pas dans Star Wars, justement, comme tu dis, où il suffit d'activer une manivelle et tiou. Oui, vitesse, voilà, lumière. Ouais, exactement. Voilà, c'est juste ça, ouais. J'imagine que ça doit demander des batteries de charger. Faut bien donner leur petit déjeuner aux Psykers qu'on va exploiter. Des chocs à puce. Bah oui. Faut leur donner des chocs à puce, évidemment. Faut brosser les dents, tout ça, voilà. Je veux dire, ça prend du temps, quoi. Oui. Bah effectivement, donc on peut supposer que c'est ça.
Mais le brossage de dents, ouais. Le brossage de dents des Psykers, tout très important. Donc voilà, non, c'était juste une question que je m'étais posée. Je me dis après tout pourquoi ils le font pas plus souvent, mais il y a serait certainement une bonne raison. Bah ouais, non, mais même. Attends, imagine même comme tu dis, genre dans le voisinage d'une planète, quoi. Ouais. Genre la planète, elle se ferait disloquer en même temps. Oui, complètement, ouais. Donc c'est le risque est trop grand pour un moment. Bah sûrement, ouais. J'enchaîne, du coup. Évidemment. Mais oui, allez. Oui, s'il te plaît. Les astres, les seuls qui peuvent voir dans le warp sont les êtres humains mutants porteurs du gène du Navigator, qui sont différents des Psykers dans le sens où tu t'avais parlé des Psykers également durant les guerres d'unification, hein, l'émergence, tout ça. Donc ils sont différents des Psykers dans le sens où ils ne manipulent pas les pouvoirs du warp à proprement parler, mais ils possèdent un troisième œil au milieu du front. Et donc et ces troisième œil, il sert. Pourquoi tu ricanes? J'ai juste eu envie de dire heureusement qu'il est pas votre part. Ouais, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Alors en fait, leur troisième œil permet de voir dans le warp, d'observer ses courants et surtout de se repérer grâce à l'astronomie Khan sans sombrer dans la folie. Ils ne découvrent d'ailleurs jamais leur œil quand ils ne sont pas en navigation dans la mer des âmes. Aucun mortel ne doit jamais regarder dedans. L'hérétique Elia de Méphisto V, exécuté publiquement par un conclave de l'Inquisition à la fin du 37e millénaire, déclarait ceci: « Les forces du warp grondent comme le plus agité des torrents. Si un mortel pouvait en percevoir le son, il entendrait simultanément tous les bruits de l'univers et cette expérience le rendrait fou au plus haut degré. » Ça donne à peu près... Ouais. Et c'est vrai que c'est pour ça que les navigateurs, alors j'ai lu que ils peuvent utiliser en fait ces troisième œil un peu comme des Psykers pour lancer des éclairs ou des trucs comme ça, mais en général c'est pas vraiment leur fonction. Et en réalité ils peuvent ils ne le découvrent absolument jamais. Ils ont toujours un bandeau sur le front pour cacher cet œil parce qu'il faut vraiment, mais même voilà, toi tu regardes dedans genre une seconde et tu deviens complètement fou. Ah ouais. Parce que ça te submerge d'émotions, mais un truc tu peux même pas le maîtriser. C'est un peu chiant pour les relations sociales, hein. Bah, tu sais, il faut juste porter un bandeau, ça va quand même, hein. Bah, mais imagine, je sais pas, t'as bu une pinte en trop et puis... Vas-y, montre-moi ton œil là, ouais. J'ai envie de voir. Ouais. Je mets tout le doigt dedans. Ça fait mal si je touche. Non, il vaut mieux éviter, quoi. Et puis là, tu rends fou tout le pub. Exactement. Et donc, c'est pour ça que les navigateurs sont des ressources extrêmement précieuses, que ce soit d'ailleurs pour les vaisseaux de l'Imperium, comme pour les vaisseaux des Space Marines du Chaos notamment, qui en ont besoin aussi. C'est pas parce que ils ont prêté allégeance aux forces de la ruine qu'ils ont pas besoin de se repérer dans le warp. Et en final, ils sont exactement comme les autres. Ouais. Et ils utilisent aussi des champs de galeurs. Parce que c'est un truc que je m'étais demandé, je me suis dit, bon, de toute façon, ils sont déjà, tu vois la Death Guard, tu te dis, bon, qu'est-ce qui peut leur arriver de pire? et en réalité, non, ils utilisent aussi un champ de galeur sauf que si, admettons, le champ cède, c'est un peu moins grave. Ouais. Mais bon, c'est quand même, en gros, c'est surtout une inconvénience. Tu vois, c'est moins pratique. D'avoir des démons qui courent partout, enfin. Bah, pour bosser, bon. Ouais, voilà, c'est ça, on a un taf quand même. Bah, bon. C'est clair. Il y a des tempêtes warp qui évidemment agissent parce que c'est comme une mer, si tu veux, c'est comme un océan à traverser. Donc elles sont fréquentes et imprévisibles, certaines sont présentes de manière permanente dans la Voie lactée, la plus évidente étant bien sûr l'œil de la Terreur au nord-ouest galactique, mais il y a également le Maelstrom, situé proche du centre de la galaxie. C'est là que se trouve notamment le QG des Red Corsairs, un chapitre des Space Marines du Chaos mené par Huron Blackheart, le tyran de Badab, que personnellement je trouve excessivement cool, et qui a toute une histoire qui explique comment est-ce qu'il est tombé dans le chaos, et c'est uniquement la faute de l'Imperium et d'une histoire de taxes. Ouais. Comme quoi on en revient toujours à la télé. À la toute base, le mec il est devenu un seigneur du chaos parce que au tout début il avait pas signé le laissez-passer à 38. Et on en parlera un jour, c'est absolument sûr. Ah, je veux. Néanmoins, la plus grosse tempête warp actuelle est bien le Cicatrix Maledictum, la grande faille qui traverse la galaxie d'ouest en est et la coupe littéralement en deux. Pour ça, il faut bien sûr remercier Abaddon et sa 13e croisade noire, qui a causé tellement de destruction sur son passage, et quelques autres péripéties, mais on va garder ça pour un épisode dédié, hein, évidemment. En fait, ça a agité le warp et créé cette faille qui non seulement rend la traversée de la galaxie plus compliquée, mais a également littéralement avalé
des systèmes planétaires entiers. Ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est comme si il y a un énorme raz-de-marée qui avait traversé la galaxie et tout ce qui était sur son passage, joup. Ouais. Et depuis est resté empoisonné. Ah oui, bien sûr. Donc un raz-de-marée d'eau Ça crée littéralement une faille qui est à passer à chaque fois que tu veux traverser la galaxie et rend la navigation encore plus difficile, mais qui a permis du coup aux forces du chaos de rentrer beaucoup plus facilement partout. Ouais, effectivement. Miroir cauchemardesque de notre dimension, un petit peu comme l'Upside Down de Stranger Things, sauf que là c'est carrément la dimension qui veut te buter, pas seulement les créatures qui y habitent. C'est ma conclusion. Ok. Voilà, et oui, parce que tu remarqueras bien que j'ai bien pris soin de ne pas citer les 4 divinités qui gouvernent le Warp. Est-ce que tu peux les citer ? Slaanesh, Korn, Tzeentch et Nurgle. 4 à la suite, mon gars. Allez, bim, bam, que je boum. l'aime, ce jeu. Eh oui, tout simplement parce qu'il était impossible pour moi, grand fan des Forces de la Ruine, de ne pas leur consacrer un épisode entier. Parce que c'est quand même un gros morceau de lore. Évidemment, ouais. Donc, de la même manière que toi avec les Ultramarines, on va rester sur une sorte de petit cliffhanger. Parce qu'on va forcément être amené à parler des dieux du chaos. Parce que, voilà, c'est quand même un gros morceau. Bah, c'est l'un des protagonistes principaux de l'histoire, quand même, malgré tout. Donc, voilà. C'est ça. Et puis, ils sont là depuis très longtemps. Ils nous regardent et ils se marrent beaucoup. Ouais. Avant que l'on rende l'antenne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur le Warp ? Je voudrais juste en fait faire un avertissement à tous nos auditeurs que préparez-vous à ce que nos épisodes finissent très souvent en cliffhanger. Voilà, petite note comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Mais après, ça crée une continuité et je trouve que c'est plutôt sain. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, quoi qu'il en soit, pour en revenir au Warp. C'est au final c'est un trope qui est utilisé dans énormément d'histoires de science-fiction, même d'heroic fantasy, où t'as toujours cette espèce d'immatérium, ce monde où justement l'humain n'a pas prise, où c'est les âmes qui dirigent, on va dire, ou des entités ou des choses comme ça, quoi. Et qui s'apparenterait à une sorte de parallèle avec l'enfer, alors qu'en réalité c'est techniquement pire. Parce que pour avoir joué à Doom The Dark Ages récemment, je me dis, ouais, sauf que, ok, dans Doom, tu vas en enfer, mais sauf que tu peux y aller et en revenir, et a priori, il ne t'arrivera rien. Enfin, bon, c'est quand même pas terrible, mais, sauf que le Warp, t'y rentres pas comme ça, quoi. Ouais. C'est littéralement une dimension faite d'émotions. Déjà, avec le truc, tu dis, bon. Oh non, mais au secours, quoi. Et d'ailleurs. Le drama constant, quoi. Comme je sais que toi, tu aimes bien les crossovers avec d'autres univers, est-ce que tu as déjà vu le film Event Horizon ? Oui, bien sûr. Voilà, qui était sorti donc en 97, réalisé par Paul W.S. Anderson, qui après a fait la super saga des Resident Evil, avec Mila Jovovich. C'est vrai que dans ce film-là, c'est souvent un petit peu accepté comme... parce que le film a floppé à l'époque, c'est devenu une espèce de film culte, et c'est assez accepté que la dépiction, en fait, de l'univers cauchemardesque dans laquelle finissent par tomber tous les protagonistes, s'apparente quand même vachement au Warp. C'est-à-dire, tu sens quelque chose où peut-être tu vois pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette dimension, mais littéralement, ça corrompt absolument tout ce que ça touche. Ouais, c'est clair. Il y a quand même des scènes très dérangeantes. Et surtout qu'en plus, la seule version qui existe et qu'on a tous vue, c'est une version qui est censurée. Oui, à la base, il y avait des trucs avec des orgies coprophagiques. Ouais, non, mais c'était absolument dégueulasse. Ouais, c'était absolument immonde. Mais donc, du coup, vous qui nous écoutez, moi, je vous enjoins, si vous voulez voir à quoi est-ce que ça peut ressembler à un vaisseau qui a son chandelier qui tombe, regardez Event Horizon. Ouais, c'est clair. Et même le vaisseau, hein, d'ailleurs, au niveau esthétique, il a une forme allongée, là. Très, très gothique, à l'intérieur, surtout. Tu vois, où c'est des grandes voûtes, tout est en noir dedans. Enfin, je veux dire, vive le voyage dans l'espace, quoi. Et puis en plus, l'acteur principal, c'est le professeur Grant de Jurassic Park. Ouais. Rien que pour ça. Bon, il a un peu pété un plomb dans le film. Ouais. Mais, aïe. Oh, vous dites pas comment, mais il en est plus à foutre les boules à des petits enfants avec des griffes de Vélociraptor. Et dans Jurassic Park. Et disons qu'à la fin du film, il a plus besoin de mettre ses lunettes. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé l'épisode, lâchez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter pour le référencement. Abonnez-vous, la cloche. Voilà. Retrouvez-nous sur Instagram pour qu'on vous tienne au courant des prochaines sorties. Et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes de podcast également si vous n'aimez pas les images qui bougent. Vous voulez juste écouter quelque chose en peignant vos petites figurines en plastique que l'on aime tant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Bouteille.
Allez, Bouteille à la mer dans le warp, c'est pour Ah ça mais que ouais, je dis. mais putain, voilà. Quel avo les potos. Allez, gros bisous tout le monde, ciao ciao.